Bonjour à toutes et à tous, passionnés de la cybersécurité ou non passionnés de la cybersécurité, c'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Grégory Darrier, qui est consultant et formateur en IT, en IA et en sécurité. Bonjour Grégory, très heureux de t'accueillir dans le 29e épisode du podcast de la box du RSSI. Et oui, la box du RSSI fait son chemin, son petit chemin tranquillement. Et aujourd'hui, on reçoit Grégory, on est très content. Alors je rappelle à tous les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent comment ça va se passer. Grégory va se présenter rapidement. Ensuite, il va nous parler de son parcours qui est plutôt axé sur l'IT, vous allez voir aujourd'hui. Et on va dériver bien sûr sur la cyber parce que je suis convaincu que c'est un passionné. Ensuite, il va nous partager quelque chose qu'il a envie de nous apprendre, de nous communiquer avec toute sa passion, en essayant bien sûr de vulgariser au maximum. Et enfin, Grégory ne passera pas outre les questions traditionnelles que je pose à tous les interviewés. Alors je rejoins Grégory immédiatement. Bonjour Grégory, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien Fabrice, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes, à tous les auditeurs. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vulgariser, attention, le RSSI et la sécurité informatique. Eh bien, merci Grégory. Alors, on va rappeler à tous les auditeurs parce que je pense que c'est important. En fait, on peut être désigné, mais aussi, on peut solliciter le podcast. Et il me semble que c'est ça, hein. Tu m'as sollicité sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, tu es dans l'interview. Mais oui, mais en fait, tout à fait. J'écoutais la box du RSSI et je me suis dit, tiens, j'ai un parcours un peu atypique, ça peut être intéressant de partager l'expérience, tout simplement. Comme d'autres ont fait, on verra le jeu de la désignation à la fin, comme d'autres l'ont fait avec moi en fait, parce que j'en suis là grâce à quelqu'un, grâce à un podcast aussi. Ah ben c'est gentil, on va parler de tout ça. Avant de rentrer dans ton parcours, qui est Grégory ? Alors, moi, j'ai 47 ou 48 ans, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je suis le fondateur de Competence Hub. Alors, c'est très, très récent, c'est du mois de juillet. Et en fait, je suis prestataire de services dans l'administration système et réseau, dans l'infogérance, bien sûr, dans le management des équipes, dans le conseil, bien entendu, en sécurité, ça va avec. On verra dans mon parcours que ça s'est imposé à moi. Et je fais également de la formation directement au centre de formation, auprès des publics en reconversion notamment, et one-to-one en entreprise, la formation cyber, mais aussi technique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là de suite avec ton parcours, c'est qu'on s'aperçoit que on pourrait dire que t'es pas, entre guillemets, un pur player de la cyber. Et c'est ça qui est très intéressant dans le podcast parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'être un pur player pour faire de la cyber. Et c'est ça qui est important pour nos sociétés aujourd'hui. Voilà, on n'est pas obligé d'être puriste. On peut faire un petit peu de cyber, une couche supplémentaire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors justement, rentrons dans les détails de ton parcours. Alors, j'ai un parcours particulièrement atypique. C'est assez classique dans la box du RSSI, je crois, Fabrice, d'avoir des parcours atypiques, parce que ce sont aussi des métiers un peu nouveaux. Moi, j'ai commencé l'informatique en 98 parce que j'aimais bien l'ordinateur. À l'époque, si tu veux, j'avais dealé, il n'y a pas d'autre mot, le gîte et le couvert, c'est-à-dire l'internat, dans mon école, contre la maintenance de la salle informatique des étudiants. Donc, j'avais déjà mes premiers incidents de sécurité, c'est-à-dire les premiers virus qui étaient déjà là, bien entendu. Laissez faire des étudiants, vous aurez des virus. Et j'aimais bien l'informatique. Moi, c'était un BTS de commerce que j'avais fait. Déjà, la valeur humaine et l'humain étaient au centre de mon métier. C'était déjà là, je voulais travailler avec des humains. Je travaille 3 ans pour Wanadoo à l'époque, Orange maintenant, comme commercial. Je ne m'épanouis pas forcément. Le commercial, c'était peut-être pas la bonne voie pour moi. Et je me dis, j'ai envie de faire quelque chose encore plus avec l'humain. Je passe mon diplôme d'aide-soignant, donc virage 180 degrés, et je travaille 10 ans dans un service d'urgence où j'accompagne les gens, les patients en fait, au sein des urgences dans leur parcours de soins. Je quitte le service des urgences pour me reconvertir à l'informatique parce que quand même, ça me manquait.
J'avais un ami qui m'avait dit, mais enfin, tu bidouilles tous les week-ends, tu montes des serveurs, tu montes plein de choses, mais pourquoi t'en fais pas ton métier? Effectivement, c'était pas idiot. J'intègre rapidement un poste de gestionnaire de parc informatique dans un centre hospitalo-universitaire, donc dans la recherche. Et puis ensuite, un poste d'administrateur système et réseau. Et là, sur les 2 dernières années, j'ai voulu monter justement en sécurité, puisque j'ai pris des postes aussi de RSI, j'ai pris pas mal de postes différents au sein de l'ESN, et j'ai fait de la formation également. Et je voulais monter encore plus en sécurité, donc j'ai passé mon titre administrateur infrastructure sécurisée en alternant sur 2 ans, où j'ai poussé le curseur de la conformité, et j'ai également poussé le curseur technique. Et je m'éclate. Donc aujourd'hui, c'est un Grégory épanoui et qui s'épanouit en permanence. Mais complètement, et j'aime ce que je fais en fait. Et c'est vraiment important dans un métier de se dire, bah, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. L'humain a toujours été au centre du métier, dans mes valeurs. Et au final, dans la cybersécurité, on verra les compétences d'un RSSI/RSI, puisque moi je suis plus RSI que RSSI. Bah oui, l'humain est très important dans nos métiers, essentiel même. Et merci de le rappeler, on est souvent à l'IT, à la cyber caché derrière des outils, mais l'outil sans l'humain, hein, comme je dis, hein, ça sert à rien, hein. Mettre un outil et laisser tourner, ça ne sert à rien. Alors ton parcours, c'est marrant, hein, on passe de aide-soignant à aide-cyber, hein, quelque Ouais, part, hein. ouais, complètement. Mais t'es C'est pas le fou, hein? seul, comme tu l'as très bien dit, dans le podcast, Oui, on rencontre plein de parcours atypiques, et c'est ça que je veux dire aux jeunes, moi. C'est un beau message pour la jeunesse qui un peu se oui, cherche, qui est en fait obsédé. On tourne souvent au monde de l'IT, administrateur système, administrateur réseau. Non, mais en fait, la cyber, ça se rattrape à n'importe quel âge, n'importe quel moment, n'importe quelle période. On peut basculer de aide-soignant à de la cyber ou du système. oui, Et c'est ça la oui. richesse de notre métier, hein. Tu es d'accord, Grégory? Complètement. Le moteur, c'est la curiosité, en fait. Oui. Être un hacker. Qu'est-ce que c'est qu'être un hacker? Alors déjà, un hacker, c'est défini par une RFC, une norme, et c'est pas du tout quelque chose de négatif, hein. Il faut qu'on sorte enfin du mythe du hacker à capuche. Ça n'existe pas. Je prends un exemple. Je fais un bœuf bourguignon. Ok, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport? Euh, je le modifie ma recette, et ben c'est du hacking en fait, hein. Tout simplement, vous avez hacké la recette. Voilà, et c'est ça que je veux dire. Dans nos métiers, il n'y a pas que le pen testing, il n'y a pas que la norme, il y a pas que le RGPD. En fait, c'est beaucoup plus multidimension cette notion de hacking que simplement faire de l'informatique, quoi. Ça va beaucoup plus loin. Bon, alors, je vois que tu prends la recette du bœuf bourguignon, donc je vois que tu es en plein dans la vulgarisation. Alors, justement, que Mhm. penses-tu, toi, de cette création du podcast et qui fait du forcing un petit peu sur la vulgarisation de la cyber? Est-ce qu'il y a un sujet, pas de sujet, ou est-ce que pour toi, il y en a assez de la vulgarisation? Il y a pas du tout assez de vulgarisation à mon sens, hein, mais vraiment pas du tout. Le podcast, c'est une idée fabuleuse. Félicitations, Fabrice, parce que sincèrement, tu accompagnes les populations à être plus résilientes face à la sécurité de leur identité et également de leurs valeurs. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment un point, la vulgarisation. C'est même pas de la vulgarisation, c'est de l'éducation que tu fais. Et vraiment bravo à tous tes intervenants parce que il faut faire ce boulot. Il faut comprendre pourquoi il faut une double authentification sur les banques, pourquoi on vous envoie un SMS. C'est très important. Et moi, c'est mon fer de lance d'éduquer au quotidien, même dans le privé, hein, d'ailleurs, hein, même dans le privé. Oui, et j'ajoute à ça, moi, la vulgarisation, la volonté du podcast, c'est que parfois on pourrait se dire que c'est redondant, mais en fait, je crois qu'il y a un grand sens pédagogique, c'est la répétition, en fait. C'est comme en sensibilisation. Moi, je suis convaincu que la répétition, ça fonctionne. Si on parle qu'une fois avec les mêmes questions sur un tel sujet et qu'on vulgarise, c'est pas assez. Donc, de répéter et de le vulgariser sans arrêt, ça va rentrer. C'est ça que je me dis, moi, en fait. La répétition, c'est la base de l'apprentissage. Voilà, tout simplement. Mer- Euh, Merci, Greg. Alors, c'est ça, hein.
Bah oui, 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 je suis oui. d'accord avec toi. C'est la base de l'apprentissage, la répétition, hein. C'est ce qu'on met en place à l'école, c'est ce qu'on met dans les séances de foot. Moi, je suis coach de foot, tu vois, et c'est ce qu'on fait aussi aux plus jeunes, de la répétition des ateliers. Et je pense Oui, qu'en cybersécurité, on en a besoin justement pour capter oui, oui. tous ces gros mots parfois qu'on emploie et qui sont des Oui, oui, fois oui. incompréhensibles. Alors, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu es pas un pur RSSI, mais justement, Non. c'est ça aussi qu'on vient chercher dans la box du RSSI, la vision de l'IT un petit peu sur ce RSSI. Quelle est ta position, toi? Quel est le travail du RSSI? Quelle est ta vision du RSSI? Ça, c'est intéressant pour nous. Alors, moi qui suis entre plein de métiers différents parce que j'arrive pas à lâcher la souris en fait, hein. Alors pour ceux qui, on va essayer de vulgariser, lâcher la souris, c'est être moins technique, Hum, hum, hum. très clairement. Moi, j'y arrive pas. J'aime toujours lancer des petites choses, etc. Mais je suis à la croisée de plusieurs métiers, de l'administrateur système, du RSI et du RSSI, parce qu'en fait, bah, on peut pas fonctionner tout seul. Et moi, j'ai travaillé dans une toute petite entreprise où je faisais tout. Donc, tu es obligé de cultiver ces métiers-là. Et le Multicasquette. RSI. Ah oui, oui, bah oui. Quand tu es dans une PME et que tu fais le RGPD plus la Sécu plus, bah oui, en fait, plus la gestion de projet, bah, oui, tout repose sur toi. Donc, tu dois proposer ça. Et la sécurité informatique, dans mon métier, c'est essentiel l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller mettre un site web en route si on ne s'est pas posé la question de comment on le met en route et pourquoi et quel est le niveau de sécurité attendu et quel est le besoin de sécurité au sens du valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas protéger dans les services que tu proposes aux utilisateurs d'une entreprise? Et ça, tu vois, le RSSI, il a vraiment toute sa place. Une place qui est de plus en plus grandissante parce que la menace, elle est organisée maintenant. On a tous les deux, on travaille depuis très longtemps en informatique. En 98, c'était le petit virus rigolo. Aujourd'hui, on est face à des bandes organisées criminelles, quoi. Qui ont des moyens. Et donc, l'étoffement des équipes IT, informatique, elle doit passer aussi par l'étoffement de l'équipe de sécurité, quoi. C'est vraiment essentiel, à mon sens, parce que, ben oui, il y a des sacrées organisations de l'autre côté, quoi. Et c'est pas piquer des verres, loin de là même. Est-ce que j'ai Alors, répondu à ta question, oui, Fabrice? carrément, Grégory, Ça va? justement, Ouais, ça ça me va? permet de rebondir et de me On va dire, faire. ouais, ok, les hackers ont changé de niveau, plus l'intelligence artificielle, bien sûr, qui en fait amplifie ça. Donc le RSSI, maintenant, il doit avoir une capacité à répondre à tout ça. Alors justement, toi, quelles compétences tu donnes au RSSI, que ce soit les hard skills ou les soft skills, hein, parce que je pense qu'il en faut des deux et l'un va pas sans l'autre, hein. Oui, complètement. Alors, moi qui me dirige quand même tout doucement vers le métier de RSSI, peut-être pas forcément en plein temps, mais certainement en prestation, primo, c'est le bagage technique. Alors, le bagage technique, comment dire? Je dirais plutôt la somme des expériences précédentes. Je pense pas, et ça il faut le dire aux jeunes gens, qu'on puisse devenir RSSI à la sortie d'un bac plus 5 direct, du moins sans expérience. Ça me paraît risqué pour la personne et pour l'entreprise. À moins d'avoir fait l'alternance, d'avoir été adjoint à RSSI par exemple, mais je sais pas ce que tu en penses toi Fabrice, mais ça me paraît peut-être un peu risqué. Je te rejoins sur le point du RSSI. Je pense qu'il faut qu'il ait un peu qu'il ait voyagé, voilà. Oui, c'est ça. Faut avoir vu des entreprises différentes, il faut avoir vu des structurations d'entreprises notamment différentes, associatives, autres. Vraiment avoir bien voyagé pour pouvoir accéder à ce type de poste. Donc le bagage technique, on l'emporte avec soi, avec ses avantages et ses inconvénients, parce qu'on ne peut pas être performant partout non plus. Il y a des gens qui vont être très pentest, d'autres qui vont être plus blue, d'autres qui... Alors, pentest, pénétration des systèmes d'information, c'est une test de sécurité, on va dire, et les équipes Blue Team, pour définir l'élément, bah, c'est celles qui protègent le système d'information. Voilà, c'est juste pour vulgarisons. Très bien, très Et si, bien. et si tu veux, Fabrice, ce bagage technique, tu peux le chercher ailleurs. C'est-à-dire que toi, en tant qu'RSSI, t'es pas forcément obligé de tout connaître, c'est pas possible de toute façon, mais tu peux t'entourer d'une équipe qui, elle, a les compétences. C'est pas, à mon sens, le plus important, la partie technique. Ce qui, à mon sens, le plus important, c'est la communication. Et je rappelle l'étymologie du mot communication, qui vient de communicare en latin, qui veut dire mettre en commun.
Et c'est là où ça prend tout le sens dans le cadre du boulot de RSSI. C'est vraiment être en capacité d'embarquer avec ses spécificités le public que l'on a en face de soi. On ne va pas s'adresser de la même façon à un analyste SOC qu'un directeur administratif et financier. Ils vont pas avoir les mêmes attentes, ils vont pas avoir les mêmes éléments redoutés, ils vont pas avoir le même cycle de menaces, très clairement. Moi, par exemple, je te donne un exemple de choses que j'aime beaucoup faire. La charte informatique, qui est normalement présente dans toutes les entreprises, mais bon, des fois, qui peut parfois faire jusqu'à 50 pages, je pense que toi, tu l'as déjà croisé aussi, parce que c'est écrit par des juristes. Quand je suis en poste de RSI, systématiquement, à la fin de la charte informatique, à l'embarquement des nouveaux utilisateurs, je mets un petit paragraphe en bas, et je les force à lire ce petit paragraphe avec les éléments essentiels de sécurité. Tu vois, dès le début, la communication est dès le début présente avec l'utilisateur du système d'information. Donc ça, c'est à mon sens, le communiquer, c'est vraiment le point très important. Être curieux. Alors ça, par être curieux, c'est pas forcément technologiquement parlant, même si c'est très intéressant, mais savoir écouter à la machine à café. Être proche, en fait, des utilisateurs de ton système d'information. Moi, des incidents de sécurité m'ont été révélés à la machine à café. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui revenait de voyage, notamment, et qui, en rigolant, dit « Oh là là, ça a été long à la douane, ils m'ont pris mon PC pendant 3 quarts d'heure. » Bon, ben j'ai pas rigolé. Hein. Je rigolais pas du tout sur le moment. En priant que l'utilisateur n'avait pas emmené trop de documentation. Il s'avère que oui. Et le dernier point, c'est être patient. Faut vraiment être résilient et patient pour ces métiers-là. On n'éduque pas quelqu'un, on n'éduque pas des utilisateurs en les brusquant, quoi. Ça ne marche pas. Il faut les embarquer et il faut être bon communicant là-dessus. Ben, je résume, et en plus comme tu es fan du podcast, toi je sais que tu en as écouté plein, et je te remercie d'ailleurs, j'en profite. Il y a les deux mots qui sortent essentiels, encore toujours pareil, hein, la curiosité, bien sûr, et la communication. Oui. C'est bien ça, et moi je te rejoins à 200%. En quelque part, en fait, la force d'un RSSI, c'est ce que tu as dit, c'est adapter son discours en fonction de l'auditoire, que ce soit le DAF, que ce soit le métier, que ce soit le développeur, que ce soit le commercial, etc. C'est ça la force d'un RSSI, c'est pas que savoir parler au techos. Et ça, c'est non, ça marche pas. Et c'est un des plus gros défis d'ailleurs de RSSI, d'avoir la confiance de chaque équipe. Ça, c'est plus compliqué, non? Et ça prend beaucoup de temps et ça se gagne. Et puis, il faut bien penser que quand tu es le point central avec une petite équipe restreinte, en RSI, hein, je parle, mais RSI, je suis sûr que c'est la même chose, les problématiques des utilisateurs, de l'utilisateur A, c'est la problématique évidemment la plus importante. Et celle de l'utilisateur B, c'est la problématique aussi la plus importante. Quand tu arrives dans une société qui a 37 projets en même temps et que en fait ils sont, selon tes interlocuteurs, ils sont tous extrêmement importants, eh bien il y a aussi une autre compétence qu'il faut avoir, c'est prioriser. Savoir dire oui, mais où est la valeur de l'entreprise? Si je suis corrompu sur tel élément, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le plus important, c'est quoi dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait vivre la valeur ajoutée? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et des fois, tu es surpris. Moi, j'ai une technique, quand j'arrive en poste, je fais le tour des directeurs dans un déjeuner un peu informel. Mais en fait, je pose les questions des éléments redoutés, en fait, hein, très clairement pendant l'entretien. En fait. C'est ça qui m'intéresse. Pour pouvoir me dire, bah oui, la migration du Wi-Fi, par exemple, est pas forcément l'essentiel. Peut-être que le ERP qui fait tourner toute la logistique de l'entreprise et toute la compta, qui est sur un serveur mourant, c'est peut-être lui à passer en priorité. Et ça, c'est vraiment prioriser, ça fait aussi partie du métier.
Tu as raison, hein, je crois qu'à la machine à café et au repas informel, ça marche bien. C'est là où on est Ça un marche peu bien. plus libéré, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'attente précise. Des fois, on les surprend, c'est ça aussi. Les surprendre, c'est quelque part derrière être dans la franchise. Donc, c'est plutôt une belle approche. Alors justement, avec tous ces différents auditoires, Grégory, Mhm. justement, ça serait intéressant de connaître ton approche un peu sur la sensibilisation cyber. Comment tu fais avec tous ces auditoires différents? Ouais. Alors, je vais parler surtout de l'adoption du changement, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. Euh, Quand tu as affaire aux auditoires, c'est changer le comportement pour améliorer ta sécurité. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fabrice? Oui, bien sûr. C'est ça l'idée. Donc, j'ai plein de petits trucs qui m'aident. Je vais prendre un exemple d'aide au changement qui n'est pas spécialisé dans la sécurité informatique, mais je pourrais faire tout à fait la même chose en sécurité informatique, et je le fais en sécurité informatique. Je suis dans une entreprise, mon équipe est sous l'eau. Tu vois, les techniciens, ils reçoivent des mails, ils reçoivent des Teams, ils reçoivent des messages Telegram, les gens rentrent dans le bureau, ils reçoivent des coups de fil la partie support technique. Je veux mettre en place un logiciel de support technique. Le cas où je parle est réel. Je sais très bien que les utilisateurs, ils vont regarder ça d'un air, voilà, encore un truc à remplir sur Internet, c'est un peu relou. Donc, ce que j'ai fait, alors évidemment, il n'y avait pas 3000 utilisateurs, hein, il y en avait que 300, mais c'était déjà pas mal, c'est que j'ai accompagné avec les chefs d'équipe pendant 6 minutes. Tu vois, je leur prenais pas beaucoup de temps, le comment on remplit un ticket incident. En leur vendant, bien entendu, que ils avaient un historique de ce qui s'est passé et qu'en utilisant ce moyen de communication, ils passeraient en priorité, ce qui était vrai. Bah, comme ça, en accompagnant, tu vois, de manière très dynamique, en étant proche, en fait. En étant proche, c'est-à-dire c'est pas le mail envoyé à Hall, quoi. En étant proche, bah, j'ai eu une adoption à 84% du ticket incident en moins d'un mois. Et ça, c'est fabuleux. Un autre truc que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser les intranets. Et alors je l'ai fait qu'une seule fois, mais j'ai trouvé l'expérience géniale. On est dans l'ère de TikTok avec des formats très 15 secondes, très rapides. Et donc, bah, sur l'intranet, je me filmais moi et je faisais 15 secondes de cyber. Par exemple, les mots de passe, ne pas repartager son mot de passe avec quelqu'un d'autre, ou comment protéger ses mails avec PGP. Bon là, on est sur un Pretty Good Privacy, on est sur quelque chose d'un peu compliqué, qui est certes très vieux, mais très peu utilisé. Et j'aimais beaucoup dans l'intranet voir ce genre d'infos qui déroulent et qui est accessible, et dans des formats très très courts. Eh bien, je retiens l'idée TikTok, moi. Voilà, je sais pas une appli que je suis fan, bien sûr, en tant que RSSI, mais bon, toi non Ah, plus, c'est pas sûrement. ouf, oui. Eh Mais ouais, c'est par pas, contre, on est d'accord. non, je vais pas retenir TikTok. Disons que je vais retenir ce petit format de 15 secondes Oui, qui est très intéressant et dont je n'y avais pas pensé. Voilà, moi je trouve ça très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme de la vidéo 15 secondes. Tu as raison. Alors pourquoi pas se créer un petit flux cyber? Très bien. Moi, je oui, trouve ça oui. très sympathique et plutôt intéressant. Alors, on est dans cette création et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de partager à tous les auditeurs? Un thème, un sujet, un conseil, une lecture, une idée, comme je dis tout le temps, un truc cyber, Greg. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Alors déjà, j'ai envie de partager deux podcasts. Dans un premier temps, Eh la bien, avec box du plaisir. RSSI, un podcast qui est pas mal, c'est la box du RSSI. Ouais, très bien. Je vous le conseille. Et No Limit Sécu, qui est un peu plus Oui. technique, Plus technique, oui, oui. qui est là depuis très très longtemps. C'est pas la vulgarisation, loin de là. C'est vraiment pour les gens qui sont techniques et qui écoutent. C'est un très bon podcast. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui me touche beaucoup ces derniers temps, c'est le Shadow IT et les LLM. Alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est le Shadow IT. Merci, Le Grégory. Tu Shadow... as compris tout le sens de la boxe du RSSI. Ah bah oui, Définis tout ça. je donne un exemple de Shadow IT et la petite explication qui va avec. L'informatique de l'ombre, Shadow IT, c'est l'usage dans un cadre, entreprise, association, bref, personnel, d'un outil ou d'un objet, d'un matériel qui n'a pas été approuvé par le système d'information, on va dire les sachants en informatique et en cybersécurité. Il y a quelques années, c'était la clé USB ramassée en convention qu'on branchait sur son ordinateur professionnel et qui ramenait la petite vérole informatique. Qui disparaît de plus en plus, Maintenant, d'ailleurs, entre-temps.
On en Ben oui, profite. parce que La clé USB l'usage, disparaît avec les clouds et tout ça. voilà, Voilà, ouais. voilà, elle est remplacée par les clés de sécurité maintenant. Ouais. Ouais, 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 c'est pas un mal. ouais. Ouais. Euh, et maintenant, le second sujet qu'on voit plus apparaître, moi à mon sens, c'est les LLM. Qu'est-ce qu'un LLM? C'est un large modèle de langage. Ce sont les IA. Vous les connaissez tous parce que vous avez tous été confrontés à l'utilisation de ChatGPT, de Gemini de Google, de Claude AI d'Anthropic, de Mistral, de Grok, etc. Puisque aujourd'hui, on voit l'apparition émergente de cette technologie et de cet usage, et l'usage, il arrive par le bas. Et ça, c'est pas toujours fréquent. C'est pas fréquent. Il arrive vraiment par le bas. Donc, on voit arriver en entreprise. Enfin, ça fait 2 ans déjà qu'on voit arriver en entreprise l'usage massif de l'IA, mais pas forcément contrôlé par les systèmes d'information, et pas forcément maîtrisé. Et je me suis joué pour préparer cette émission, mais pas que, d'aller lire les conditions générales d'utilisation. Vous savez, les petites lignes que personne ne lit, là, Fabrice. Celle-là. Et comment vous dire, je vais faire un article qui va sortir en même temps que l'épisode du podcast sur mon blog, pour vous comparer les, les, les rétentions d'informations et la protection de vie privée. Il y a des bons élèves, il y en a des moins bons. Par exemple, Mistral est très bon, il est très respectueux du RGPD, Grok beaucoup moins, c'est beaucoup plus flou. Et là, c'est le moment du podcast où il va falloir vraiment ouvrir ses oreilles en grand. Tout ce que vous dites à un LLM n'est pas privé. Vous l'envoyez dans une société privée. Donc c'est public. C'est parti du principe que c'est des informations que vous donnez publiquement. Sur cet été, c'est passé assez inaperçu. Il y a eu quand même 2 incidents majeurs. Le premier avec OpenAI, c'est le même type d'incident, qui s'est dit que c'était une bonne idée, donc OpenAI c'est ChatGPT, d'indexer sur Google les conversations publiques. Vous partagez votre conversation avec quelqu'un, ils se sont dit que c'était une bonne idée que ce soit référencé sur Google. Google a réagi très vite et tout ça est sorti de Google très rapidement. Et il y a eu la même chose, il y a moins d'un mois maintenant, à la diffusion du podcast, sur Grok de X, il y a eu la même problématique. Donc déjà, ça fait réfléchir pas mal. Ensuite, d'un point de vue de l'usage, donc c'est le moment là où il faut vraiment écouter. Vous allez aller sur ChatGPT, vous allez aller dans gestion des données, dans votre profil, gestion des données, et vous allez aller décocher, puisque c'est coché par défaut, utiliser mes données pour entraîner le modèle de langage. Pareil pour Claude AI, et ça c'est nouveau. Le 28 septembre, ça change sur Claude AI. Claude AI, jusqu'à présent, il n'entraînait pas le modèle avec les données. Là maintenant, c'est coché par défaut. Donc pareil pour Claude AI, vous allez aller décocher ça par défaut. Pour Gemini, c'est un petit peu plus compliqué, mais je mettrai tout ça sur mon blog post, sur mon site, avec les comparaisons entre l'offre gratuite et l'offre payante, parce qu'il y a un vrai risque pour les entreprises de voir des données partir dans la nature, au sein du modèle, qui soient mixées dans la prochaine mouture du modèle et qu'on puisse pas s'en débarrasser. Pour Claude AI, la rétention, c'est 5 ans. 5 ans. Bah oui, c'est la durée de vie d'un modèle. Donc vraiment, allez décocher ces éléments. Si vous utilisez ces outils, vous vous ferez du bien d'un point de vue du respect de la protection de vos données. C'est vraiment très important. Évidemment, le meilleur modèle est celui qu'on utilise en local. C'est le genre de choses que moi je développe en ce moment. Utiliser un serveur qui vous appartient. Comme ça, vos données, vous les maîtrisez. Merci Grégory pour toutes ces précisions et cette vulgarisation. Quelle force de vulgarisation. Et c'est vraiment ce qu'on attend dans le podcast. Et c'est pour ça que tu as toute ta place. Et je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on va finir par les questions un peu traditionnelles du podcast que je pose à tout le monde. Alors, le sujet de la place des femmes dans la cyber, c'est moi quelque chose que j'ai voulu intégrer à ce podcast parce que c'est mon point de vue. Je pense qu'il n'y en a pas assez et qu'on en a besoin d'un peu plus. Après, c'est une question ouverte. Est-ce que pour toi, il y a un sujet, pas de sujet, ou alors il faut laisser faire le temps et c'est comme ça? Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de sujet. Voilà. Ouais, moi Moi, aussi, j'aimerais c'est bien moi qu'il y en ait. aussi. Moi, j'aimerais qu'il n'y en ait pas. Je suis d'accord. Surtout que les femmes dans la cyber, waouh.
Enfin, là, je sors de 2 ans d'alternance administration d'infrastructures sécurisées et donc en centre de formation. Puis je donne aussi des cours en centre de formation pour les TSSR. Si tu veux, je rencontre des filles et elles ont vachement de courage, quoi. Parce qu'elles sont avec un public qui est pas fastoche, quoi. Les gars un peu chasse-gardés, là, c'est pas si évident que ça. Et elles sont formidables, quoi, en cyber. Donc en fait, il y a un sujet, plus de femmes dans la cyber, plus d'approches multidimensions, tu vois. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de genre. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas faire le boulot pareil, quoi. Donc, d'accord. T'as pas une approche. C'est pas parce que tu es une femme que tu as une approche différente, à mon sens. C'est juste que, par contre, dans ce milieu-là, tu vas te battre beaucoup plus pour être reconnu. Ça, c'est clair. Ça va être plus difficile pour toi. Ça, c'est évident. Mais ouais, plus de femmes dans la cyber, c'est dans l'informatique, hein. Pas dans la cyber, quoi. Dans l'informatique. Tout à fait. Tout court. Tout à fait. Si on veut tout englober, on est d'accord dans l'IT, oui. dans tout ce qui touche un peu à l'informatique. Eh bien, merci pour ce témoignage et cette franchise. Alors, une question un petit peu spéciale. Tu es passionné, on le sent, hein, comme tous les interviewés, de toute façon, que je rencontre, ils sont tous passionnés. On est dans ce métier-là parce qu'on est passionné. Et si on passe dans le podcast, c'est qu'on est encore plus passionné. Mais il y a bien des choses que tu n'aimes pas dans ce milieu de la cybersécurité. On se passe que dans la cyber, là. Qu'est-ce qui t'agace dans la cyber et que je te donne une baguette magique et tu le changes, là? Tu changes quoi? Alors, alors, je change l'obscurantisme. Voilà. Et l'obscurantisme volontaire. Ouais. Moi, je n'en peux plus, là. On en a parlé au début, hein, le hacker à capuche. Non, en fait, la vie, c'est pas Kali Linux. Alors, Kali Linux, c'est un système d'exploitation qui a plein d'outils de tests, d'intrusion, etc., entre autres. Et c'est pas que ça, hein, la cybersécurité. Et les chasses gardées, alors ça, c'est même pas relatif qu'à la cyber, c'est relatif à tout le milieu, c'est insupportable. Les rétentions d'informations, moi, je suis très open source et très dans les démarches open source. Waouh, mais si on pouvait changer ça, pitié, merci, quoi. Il faut vraiment, l'obscurantisme, c'est quelque chose et les guerres d'ego aussi. Hein. Donc toi, tu es dans le partage, la communication, on l'a bien senti. Oui. Et je te remercie pour ces mots, Grégory. Encore une dernière question avant de te laisser le mot de la fin, parce que t'es tellement passionné qu'on pourrait, je crois, parler tous les deux pendant 1h30, mais on pourrait pas parce que les auditeurs nous écouteraient pas. C'est pas l'objectif. Donc, est-ce que tu as pensé à me désigner un prochain passionné ou une passionnée, ou un passionné et une passionnée, pourquoi pas les deux, pour passer dans le podcast de la boxe du RSSI? Alors, je n'ai pas de contact avec elle, malheureusement. J'aimerais beaucoup que tu interviewes Stéphanie Buscaré, qui travaille chez Thales, hein, qui est RSSI chez Thales, à Toulouse. J'aimerais beaucoup parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de se dire, oui, tu es atypique, tu as un parcours hyper chaotique, très étrange, mais tu peux tout à fait faire de la cybersécurité. Elle a des allégories sur le jardinage, notamment, il me semble, qui sont fabuleuses. J'aimerais vraiment, c'est quelqu'un d'une rare qualité. Bon, par contre, Grégory, c'est ton challenge que je te donne. Il faut que tu me passes son contact et que tu la préchauffes. Ok, je vais essayer. Ah oui, il faut relever un challenge un peu. On se connaît pas trop avec Stéphanie. Hein, tu fais la boxe du RSSI. L'approche, c'est la boxe du RSSI. Allez. Oui, je vais la taguer sous la boxe du RSSI, bien sûr. Ouais, merci Greg. Comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait parler pendant 1h30, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, il est rempli largement. Tu as rempli l'objectif largement de la boxe du RSSI. Tu as vulgarisé au maximum. Tu as parlé sur la technique en vulgarisant. C'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on veut, c'est ce que je souhaite passer dans le podcast et ça c'est super. Le mot de la fin il appartient toujours à l'interviewé, c'est à toi et c'est maintenant Greg. Soyez curieux, osez et protégez-vous. voilà, je crois que le mot de la fin il va être très très simple, soyez curieux. Un grand merci à Grégory d'avoir accepté l'invitation pour passer dans le podcast de la boxe du RSSI. Je lui souhaite un bel épanouissement dans son job. Je n'oublie pas la personne qu'il a désignée pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la boxe du RSSI. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview.
Carda Cyber. C'est super.